Et si l'on débutait 2024 en reprenant tout de suite les bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire les points lecture. J'espère en tout cas que ça vous plaît parce que c'est le programme du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de l'année 2024. Et parce que pour ma part il me semble que ça doit être l'essence même d'une chaîne Booktube, je vous propose bien sûr aujourd'hui un petit point lecture sur 4 lectures que j'ai faites dernièrement. Alors je vais pas vous mentir, au programme du jour, va y avoir pas mal de bof, mais aussi un joli petit coup de cœur. Donc ça va, on va dire que ça remonte un petit peu la moyenne. Habituellement, c'est vrai que je prends un petit peu les livres que je vous présente tels qu'ils viennent, tels qu'ils sont posés devant moi. Mais comme les lectures dont je vais vous parler aujourd'hui sont celles qui m'ont permis de faire la transition entre fin 2023 et début 2024, je me suis dit que pour une fois, ce serait bien de vous les présenter dans l'ordre chronologique où je les ai lus, c'est-à-dire le plus ancien, lu donc en 2023, pour terminer avec le dernier que j'ai pu lire là en 2024. Point d'ordre donc d'appréciation pour aujourd'hui, mais plutôt un ordre temporel. Et en me basant donc sur cette logique, eh bien le tout premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Sacrifice de Pierre Lemaitre aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre, c'est quoi? Eh bien, sans grande surprise avec Pierre Lemaitre, c'est donc un roman policier dans lequel on va suivre le commandant Verhoeven qui va devoir enquêter sur un braquage qui a très mal tourné avec une femme qui s'est fait frapper très violemment. Et cette femme n'est ni plus ni moins que la femme justement que le commandant fréquente. Il va donc bien sûr devoir jouer les coudes pour que cela ne se sache pas afin de garder l'enquête parce que normalement on n'est pas censé enquêter sur quelque chose qui touche nos proches. Et ma foi, c'est tout ce qu'il y a à en savoir. Ce roman est donc une lecture de plus de Pierre Lemaitre à mon actif. Je commence désormais à en avoir quelques-unes. Et après avoir justement lu plusieurs de ses romans, je me rends compte que je préfère, je crois, cet auteur dans ces romans plus contemporains qui glissent un peu vers le noir, plutôt que dans les romans policiers thrillers purs comme celui-ci. Vous la sentez là déjà un petit peu la tangente que va prendre cette chronique? Ouais, je vous le confirme tout de suite, le petit coup de cœur de ce point lecture, ce sera pas pour celui-ci. Parce qu'en effet, j'avais beaucoup aimé, je crois que c'est la dernière lecture que j'avais faite de Pierre Lemaitre, son roman 3 jours et une vie, qui pour le coup était vraiment un contemporain sombre, alors qu'avec celui-ci, j'ai totalement replongé dans sa saga policière pure et dure. Ce livre-ci est donc le 4e tome de la saga Verhoeven, dont j'avais déjà lu le tome 2 qui s'intitule Alex, que j'avais bien aimé mais sans plus. Et malheureusement, je pense que mon avis sur Sacrifice va rejoindre un peu ce que j'avais pensé d'Alex. Tout d'abord, et là c'est totalement ma faute, je n'ai pas lu cette saga dans l'ordre. Alors, parfois ça n'a absolument aucune incidence dans les sagas littéraires, et parfois, comme ici, ça peut être un peu fâcheux parce que très vite dans ma lecture de Sacrifice, j'ai compris que ce 4e tome avait de fortes connexions avec le 1er tome de la saga, et disons-le carrément, spoil même, je dirais totalement, donc Travail soigné qui est le tout premier. Bon bah tant pis pour moi, c'est totalement ma faute. C'est juste que maintenant il va falloir que je fasse un petit travail de suppression de mémoire, histoire de tenter d'oublier certaines choses avant de me lancer dans la lecture du 1er tome. Que de toute façon je crois que je n'ai pas encore en ma possession. Donc à mon avis, d'ici là que je me le procure, il y a quand même de bonnes chances pour que j'ai oublié pas mal de choses. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, outre le fait, comme j'ai dit, qu'elle soit très connectée au 1er tome de la saga, j'ai trouvé que l'auteur mettait beaucoup en avant ici la violence, et ce, parfois de manière un peu gratuite. Le roman Sacrifice s'ouvre donc sur un premier chapitre qui est en fait une scène choc assez longue. Dans mes souvenirs, le premier chapitre était tout de même assez long, dans lequel une femme est donc prise au cœur du braquage d'une bijouterie, durant lequel elle va subir un tabassage en règle extrêmement violent qui nous est décrit dans les détails. Et pour le coup, même si très clairement c'était difficile à lire,
J'ai trouvé que c'était tout de même important et efficace, que ça permettait tout de suite de planter le décor, l'ambiance, et pour le coup, j'ai plutôt bien apprécié ce premier chapitre. On sait où on va, le ton est donné, on est vraiment happé par cette histoire car tout de suite catapulté dans cette scène choc qui nous remue et qui pose vraiment le point de départ de toute l'histoire. Donc oui, la première scène est très violente, mais j'ai trouvé ce choix justifié et même plutôt judicieux. Le problème, c'est qu'on va retrouver cette violence étalée tout du long. Et j'avoue que par moments, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu moins d'étalage d'hémoglobine et d'os brisés et un petit peu plus de psychologie. Bien sûr, on retrouve donc au cœur de cette enquête le commandant Verhoeven et j'ai trouvé ça plutôt original et appréciable que Pierre Lemaitre ait décidé de créer ce personnage qui est un homme de petite taille puisque on nous le dit très clairement qu'il mesure 1m45. C'est vraiment rare de rencontrer ce type de personnage, en tout cas dans mes lectures, sincèrement je n'en rencontre pas tous les jours. Qui plus est lorsqu'il s'agit d'un flic. Alors je vous avoue que je ne suis pas certaine que dans la réalité il soit possible de devenir policier avec cette particularité physique, encore que c'est peut-être un préjugé de ma part. Si vous êtes au fait de la question, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est possible ou non. Toujours est-il que j'ai quand même trouvé un peu dommage que sorti de ce critère purement physique, purement esthétique, enfin, esthétique non, plutôt physique, eh bien ce personnage du commandant Verhoeven est finalement très semblable, que ce soit dans son caractère, dans son passé ou dans ses réactions, au stéréotype de 90% des personnages de flics que je peux rencontrer dans les romans policiers. Donc c'est un petit peu bête de faire un personnage qui soit original par son physique, mais qui, sorti de ça, retombe très vite dans les clichés du genre. De plus, pour ce qui est de sa petite taille, à part le fait d'être mentionné, finalement, n'apporte rien de plus à l'histoire. La fin, quant à elle, n'est pas inintéressante, même si elle n'apporte pas non plus, vous savez, cette espèce d'effet waouh, de surprise que l'on attend et que l'on apprécie en tout cas en général en tant que lecteur de ce genre de littérature, de retrouver justement dans les thrillers et les romans policiers. Par contre, je tiens à noter que j'ai aussi ressenti durant ma lecture quelques petites longueurs qui ne m'ont pas permis de tomber dans cette espèce de frénésie de lecture que l'on ressent généralement lorsque l'on lit ce type de romans, donc plutôt des romans policiers avec des enquêtes, vous savez, on est pris dans ce suspense, dans cette envie de comprendre, en tout cas lorsque c'est bien fait. Et là, j'avoue que parfois c'était un petit peu mollasson. J'irai pas jusqu'à dire que c'était ennuyeux, hein, loin de là, mais c'est vrai que j'étais pas accrochée au point de revenir avec envie et frénésie pour dévorer ce livre. En fait, je crois que les petites manigances et mensonges dont le commandant Verhoeven est obligé d'user pour garder cette enquête qu'à la base il n'est pas censé avoir, m'ont assez vite saoulée. Et puis, et là ça ne va pas vous surprendre si vous êtes un régulier sur la chaîne, je pense que si j'ai aussi lu cette histoire sans véritable attrait, c'est aussi parce que le personnage du commandant Verhoeven ne me fait ni chaud ni froid. Et je le répète assez souvent, hein, lorsque je ne m'attache pas au perso principal, lorsqu'il ne me fait tout simplement rien ressentir, hein, même sans avoir d'attachement ou quoi, mais juste lorsqu'il me laisse de marbre, eh bien, pour ma part, c'est assez compliqué. Je n'ai absolument pas développé d'empathie, ni même de simple sympathie pour ce protagoniste, ce qui fait que je ne vivais pas avec lui ses questionnements, ses doutes, ses peines. Non, là, rien. Le style d'écriture, quant à lui, correspond plutôt bien à ce que l'on s'attend à lire dans ce type de roman policier, même si je reconnais que par moments, il m'a un peu lassé, voire un peu perdu. Parce qu'en effet, on alterne les paragraphes dans lequel, pour certains, on a un récit à la troisième personne qui relate donc les actions du commandant Verhoeven, d'Anne, qui est donc cette femme qui s'est fait tabasser, ou d'autres protagonistes de l'histoire, et d'autres paragraphes qui sont eux à la première personne, qui sont censés évoquer les actions et les ressentis
du méchant de l'histoire. Et j'avoue que parfois la gymnastique neuronale que cela me demandait me faisait un peu buter dans ma lecture et revenir sur les paragraphes précédents. Bref, il y avait un petit manque de fluidité qui n'était pas toujours très agréable. De plus, la plume est très hachée, très brute, et je trouvais que vraiment, parfois, ça manquait de liant pour fluidifier un petit peu tout ça. Sacrifice est donc le 4e et dernier tome de la saga Verhoeven, et si je sais que je lirai les 2 tomes qui me manquent parce que je suis un petit peu psychorigide, disons-le, et que j'aime terminer ce que j'ai commencé et donc lire autant que possible les sagas littéraires dans leur intégralité, c'est vrai que ce dernier tome de saga, au lieu de terminer sur une sorte d'apothéose, en tout cas c'est ce que moi j'aurais imaginé, m'a plutôt fait l'effet de l'histoire d'un personnage usé qui arrive en bout de course sur les genoux. Sacrifice n'est donc pas mon roman, vous l'aurez compris, un préféré de Pierre Lemaitre, loin de là. Je pense que, comme je l'ai dit, cela tient tout d'abord au peu d'attachement que j'ai eu auprès du personnage du commandant Verhoeven, au fait aussi que, là c'est une erreur de ma part, je n'ai pas lu la saga dans l'ordre, mais aussi et surtout au fait que, pour moi, Pierre Lemaitre excelle bien plus dans les romans contemporains noirs que dans les romans policiers. En tout cas, de ce que j'ai pu lire jusque-là. En fait, je trouve que dans l'univers des romans contemporains, Pierre Lemaitre s'est vraiment apporté quelque chose en plus. C'est se démarquer, alors que pour ce qui est de l'écriture des romans policiers, en tout cas de ce que j'ai pu lire de cette saga du commandant Verhoeven, il reste, selon mon humble avis, très classique et il use parfois de violence gratuite qui n'est pas nécessaire. C'était donc une lecture pas désagréable, loin de là, mais malgré tout c'est un roman qui n'aura pas su m'embarquer et me tenir en haleine comme un bon roman policier est censé le faire. Dommage, pour moi c'est un petit bof. C'était pas nul, mais clairement il va pas me rester en tête plus que ça, et c'est pas celui en tout cas que je retiendrai de la bibliographie de Pierre Lemaitre, c'est certain. Bien après donc cette incartade dans le monde très noir, très glauque et très violent proposé par Pierre Lemaitre, je suis partie, mais alors dans un univers totalement différent, en dépoussiérant une petite relique de ma palle, puisque, merci Livre Addict, j'ai regardé, j'avais acheté ce roman fin 2018. Il était temps vraiment que je fasse quelque chose et que je le sorte. Et j'ai donc enfin lu Flocon d'amour, qui est très shiny, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre en vidéo, mais j'imagine que vous ne verrez pas grand chose. Écrit donc par John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle aux éditions Le Livre de Poche. Vraiment, ce livre est un enfer à présenter parce que là je vois dans le retour qu'en fait cette couverture ne rend absolument rien. Soit donc ce livre, ce livre n'est pas justement un roman à proprement parler, mais plutôt un recueil de 3 nouvelles, ce qui explique donc les 3 auteurs. 3 nouvelles qui sont toutes dans la thématique de Noël, qui se passent d'ailleurs toutes au même moment et qui présentent toutes des personnages qui en fait sont interconnectés. C'est un peu comme si vous aviez une histoire globale qui était divisée en 3, dont chaque auteur aurait écrit une partie, et dont chaque partie était une sorte de focus et de zoom sur un groupe de persos. Vraiment, je vois pas comment vous résumer mieux ce livre. Bref, il y avait donc en tout cas un moment que je n'avais pas lu de roman de John Green. Je pense que le dernier en date devait être Qui es-tu Alaska, et ma foi ça remonte déjà un petit moment, et on est d'accord que lorsque j'ai vu la couverture de ce livre-ci, je me suis dit que c'était vraiment le moment ou jamais de le sortir, parce que donc quand je l'ai lu, on était en plein dans l'hiver, Noël venait juste de passer, donc bon, je me suis dit qu'on était raccord. Non, parce que je ne suis pas une lectrice saisonnale, mais bon, je vous avoue quand même que sortir ce roman en plein mois de mai ou en plein mois d'août, ça me tentait moyen. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai eu raison, parce que ce livre est garanti
100% Noël. Alors vous allez me dire, c'est bien sympa Reed, mais t'aurais mieux fait de nous présenter ce livre avant Noël. Oui, bah écoutez, je suis désolée, mieux vaut tard que jamais. Si en tout cas ça vous tente, vous n'aurez qu'à noter le titre pour Noël prochain. Et j'ai par contre été un peu surprise durant ma lecture parce que je vous avoue que je n'avais absolument pas calculé lorsque j'ai acheté ce livre qu'il s'agissait en fait d'une sorte de recueil de 3 nouvelles dont une seule était écrite par John Green. Et je vous avoue que sincèrement, si on m'avait dit que les 3 nouvelles avaient été écrites par lui, je l'aurais cru sans souci. Je ne sais pas si les 2 autres auteurs se sont inspirés de lui ou si tout simplement leurs plumes sont totalement interchangeables, mais j'ai trouvé qu'au niveau du style et du ton, les 3 nouvelles étaient assez égales. Les 3 nouvelles justement, parlons-en. Eh bien, la toute première s'intitule Le Jubilé Express. Alors c'est donc la première nouvelle que j'ai trouvée très mignonne, même si son surprise est très prévisible. Et soyons honnêtes, c'est quelque chose auquel je m'attendais avant d'ouvrir ce livre. J'ai trouvé également qu'elle présentait quelques clichés et de façon globale. C'est un petit reproche que je ferai à l'intégralité de ce recueil. Cependant, si vous avez envie d'une histoire toute mignonne dans l'esprit très noëlesque, alors allez-y, foncez. Côté style, si je n'avais pas vu le nom de l'auteur écrit au début de la nouvelle, j'aurais totalement pu croire qu'elle avait été écrite par John Green. La plume, très clairement, est assez basique, mais en même temps, je me dis que ça permet aussi d'être vraiment lu par le plus grand nombre très facilement, et donc même par des lecteurs ados, voire même pré-ados. À partir de quel âge ils recommandent ça? Ouais, ils disent à partir de 12 ans, donc voilà, ça vous met un petit peu dans l'idée du type d'écriture que vous allez y retrouver. Non pas que les lecteurs pré-ados soient des idiots, hein, loin de là. Et c'est vrai que les maisons d'édition, généralement, pour ce type de lectorat, misent quand même sur un certain style d'écriture. Et on va pas être sur du Balzac. Ce que j'ai par contre beaucoup aimé dans cette première nouvelle, c'est qu'elle dénonce les relations amoureuses plutôt toxiques, et ce, même là dans un groupe d'ados, et je trouve ça très bien parce que ça permet vraiment de montrer que malheureusement ce type de relation peut être présent dès la première relation, hein, et pas que chez les adultes et les couples bien établis, loin de là. Et en plus de ça, elle met en scène une héroïne qui n'hésite pas au final à se remettre en question et à laisser de côté tout le paraître pour être vraiment heureuse. Et ça, c'était vraiment cool. J'ai donc, on va dire, vraiment bien aimé le fond de l'histoire et l'espèce de petite morale qui en découle, même si dans l'ensemble, c'était peut-être un peu trop young adulte et guimauve à mon goût. Mais si la guimauve c'est votre truc, et croyez-moi, aucun jugement, grand bien vous fasse, alors là, à mon avis, vous allez kiffer. La seconde nouvelle, quant à elle, s'intitule Le miracle de Noël à Pompon. Rien que ce titre, je trouve, résume parfaitement l'ensemble du recueil. Je sais pas, ça donne une petite idée un peu comme ça du côté ouais, très noëlesque et dégoulinant de bonnes intentions et de mignonitude. Bref, dans cette seconde nouvelle qui elle est écrite justement par John Green, on y retrouve pour le coup bien son style, un peu plus marqué tout de même que dans les 2 autres, avec cet humour adolescent qui le caractérise, et puis aussi ce trio d'amis qui m'a, je vous l'avoue, pas mal rappelé justement Qui es-tu Alaska. Là encore, c'est une histoire très prévisible, mais pour une petite romance de Noël toute mignonnette, ma foi, ça passe bien. Les choses vont un peu vite à mon goût, mais cela tient, je pense, du format nouvelle qui, par définition, est assez court. D'ailleurs, comme dans la première nouvelle, hein, j'avais aussi ce sentiment que les choses allaient un peu trop vite, et qui ne permet pas du coup d'amener les choses avec naturel, ni d'aller en profondeur dans le propos. C'est dommage. J'ai par contre bien aimé le fait que certains éléments, comme je le disais, de cette seconde nouvelle fassent écho à la toute première. J'aime bien ce principe de focus sur différents protagonistes qui tous gravitent dans la même petite ville. Du coup, même si les 3 histoires ont été écrites par 3 auteurs différents, on sent qu'ils ont vraiment travaillé ensemble et il se dégage du coup une certaine unité et une certaine harmonie de ces 3 histoires, et
Et c'est vraiment agréable parce qu'en tant que lecteur, on a presque l'impression, au final, de lire un seul et même roman. La troisième et dernière nouvelle, quant à elle, s'intitule Le saint patron des cochons, et ne voyez rien de sexuel là-dedans. Non, on parle bien du cochon, l'animal. Il faut pas déconner, on est dans de la romance de Noël, hein, toute mignonne, toute choubidou, et je rappelle, c'est à partir de 12 ans. Donc qu'on ne s'y méprenne pas. Alors cette troisième nouvelle est très certainement, je pense, celle que j'ai le moins appréciée. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que le personnage principal n'est pas vraiment attachant. En tout cas, moi, je ne me suis pas du tout attachée à elle. Voire, par moments, elle avait même plutôt tendance à me taper un peu sur les nerfs. Et puis en plus de ça, je trouve que cette dernière nouvelle tombe assez vite dans le too much, dans l'invraisemblable et dans le trop magie de Noël. En plus de cela, on était vraiment trop, à mon goût, dans le côté petit drame adolescent à 2 balles. Alors j'imagine hein, que si vous êtes un lecteur de 12 ans, ça va beaucoup vous plaire. Pour la vieille lectrice que je suis, je vous avoue que ça avait tendance à me passer un petit peu au-dessus. Alors oui, je sais, quand on est ado, c'est vrai que je me souviens, on a parfois tendance à faire très vite un drame de pas grand-chose et à croire que notre vie est foutue parce que un tel ou un tel ne nous parle plus, la faute très probablement aux hormones. Mais là, pour le coup, c'était trop à mon goût. Donc, amateurs de guimauve, de sucre d'orge et de feuilletons de Noël, vous serez probablement ravis. Mais quitte à passer pour une vieille aigrie, décidément, je crois que pour le coup, ce n'est vraiment pas ma came. Ce que j'ai par contre trouvé très sympa, c'est que sur la fin, tous les personnages des 3 différentes histoires se retrouvent. J'ai trouvé que c'était une belle façon de boucler la boucle. Par contre, j'ai noté un truc. Je pense que les auteurs font une sacrée fixette sur Starbucks. Vraiment, je vous jure qu'à la lecture de ce recueil, je me suis plusieurs fois posé la question de savoir s'il n'avait pas été payé pour faire du placement de produit, tellement il en est question. En résumé, c'était donc une lecture légère et sympa, surtout si vous êtes plutôt amateur d'esprit de Noël, de romance young adulte toute douce et aussi un petit peu de drama adolescent. Pour ma part, même si ce n'est très clairement pas du tout le genre de lecture que je préfère faire, eh bien je reconnais malgré tout que lorsque je l'ai lu, ça a été une espèce de parenthèse, de légèreté qui m'a aéré l'esprit, qui n'était pas désagréable et qui m'a vraiment changé et coupé de mes lectures habituelles. Cependant, il est très clair que je vais assez rapidement, je pense, oublier ces 3 histoires et que c'est un recueil que je vous recommande vraiment de lire à cette période hivernale autour de Noël parce que je pense vraiment que sans ça, sans cette espèce de mise en ambiance et de contextualisation, c'est un livre qui, à mon avis, perd pas mal de son intérêt et même de son charme un peu cucu et désuet sur les bords. Une lecture donc somme toute rapide, sympathique et facile que je vais, je pense, rapidement oublier, mais que j'imagine ravira assez bien les lecteurs qui aiment se plonger jusqu'au cou dans la magie de Noël, la neige et les bons sentiments qui dégoulinent par tous les bords. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Amateurs de téléfilms de l'après-midi avec des titres à base de Noël, amour, seconde chance, cadeau, Père Noël, bref, vous faites un melting pot avec tout ça dans le titre. Ben voilà. Si c'est votre came, à mon avis, ça peut aussi beaucoup vous plaire. Ensuite, pour faire la bascule entre 2023 et 2024, sans surprise, j'ai jeté mon dévolu sur un roman de King. Et bah oui, ça devient une espèce d'habitude tous les ans de faire comme ça ce passage d'une année à l'autre avec un roman de Stephen King parce que auteur chouchou et que comme ça j'ai bon espoir de bien commencer l'année. Et donc cette année j'ai jeté mon dévolu, là encore sur un recueil de nouvelles puisque j'ai sorti Si ça saigne de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Again. Bon alors là pour le coup je vais pas vous faire un résumé de chacune des 4 nouvelles parce que ce serait trop long et que je trouve que c'est bien aussi de se lancer dans cette lecture sans trop en savoir. En tout cas, comme je le disais, donc c'est un recueil qui compte 4 nouvelles. Et personnellement, il y avait un moment que je n'avais pas lu de recueil de nouvelles de King. En même temps, je dis ça, mais je pense que le dernier, ça devait être Différentes saisons que j'ai lu en 2023. Donc, ouais.
ça faisait longtemps sans faire tout à fait longtemps. Toujours est-il que je suis ravie d'avoir jeté mon dévolu sur celui-ci. Alors la toute première nouvelle s'intitule Le téléphone de Monsieur Harrigan. D'ailleurs ça vous dit probablement quelque chose puisque ça a été adapté en mini-série je crois, qui doit être disponible sur Netflix ou Amazon Prime, je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas encore regardé, mais cela fait partie de l'énorme liste d'adaptations de King que je dois faire, enfin que je dois mater plutôt, et je vous le dis tout de suite, j'ai adoré cette nouvelle. Je l'ai lue pratiquement d'une traite, et franchement, il y avait bien longtemps qu'une nouvelle de King ne m'avait pas autant happé, et surtout autant plu. Alors tout d'abord, et c'est quelque chose d'assez surprenant chez King, mais pas désagréable, c'est une nouvelle plutôt positive. Bien qu'on y parle de deuil et de plusieurs décès, j'ai trouvé que c'était une nouvelle très lumineuse, touchante et pleine d'espoir. J'ai adoré les personnages et j'ai été très touchée par le lien qui se crée entre le jeune Craig et Monsieur Harrigan, qui lui pour le coup est un vieillard. De plus, cette histoire m'a fait ressentir un brin de nostalgie parce qu'il y est question de l'arrivée d'internet et des smartphones. Une époque que j'ai donc personnellement vécue, d'ailleurs à peu près au même âge que le jeune Craig a dans cette histoire. Et donc forcément, ça m'a renvoyé à mes propres souvenirs. Avec cette histoire, j'ai eu le sentiment que King avait supprimé toutes les petites fioritures possibles pour ne garder que le nécessaire et donner vie à de super personnages et une histoire parfaite. Vraiment, j'ai adoré cette nouvelle. Je n'ai rien à redire sur cette première nouvelle que j'ai trouvée à la fois entraînante, touchante, avec juste cette petite dose de bizarre et d'inexplicable qui fait le charme et l'intérêt de l'univers de King. Donc très clairement, en lisant cette toute première nouvelle, je me suis dit que vraiment, ce recueil commençait très bien. La seconde nouvelle, quant à elle, s'intitule La vie de Chuck. Et c'est encore une très bonne nouvelle, qui elle aussi d'ailleurs aborde les questions du deuil, de la mort, mais aussi, à travers de ça, de la vie de chacun, de ce qu'on en fait, et du fait que la vie de chaque individu soit une constellation de connexions et de souvenirs propres. J'ai beaucoup aimé cette histoire et sa construction même, puisque on est vraiment là pour le coup sur une nouvelle qui est divisée en 3 parties, et dans chacune de ces parties, on va revenir sur un moment, sur une période de la vie d'un personnage qui s'appelle donc Chuck, tout en remontant au fur et à mesure dans le temps. Cette histoire est donc centrée sur un personnage central et généralement c'est quand même quelque chose que Stephen King maîtrise plutôt bien et sait franchement bien faire. En disant cela, je pense entre autres à Dolores Claiborne, à Blaze et d'autres titres dans ce genre qui sont vraiment centrés autour d'un personnage autour duquel tout va venir graviter. Même si cette nouvelle contient une petite part de fantastique qui peut sembler un peu bizarre, je l'ai trouvée terriblement efficace pour ce qui est d'expliquer la complexité de la vie d'un être humain, tout ce qui le constitue en tant qu'individu unique et ce qui se passe lorsque cette personne unique s'éteint et emporte donc avec elle son univers propre et tout ce qui la constituait. Une belle nouvelle que j'ai là encore dévorée et qui apporte beaucoup de réflexion, je trouve. Le personnage de Chuck m'a beaucoup plu et m'a vraiment attendri. Et je sais que c'est une histoire dont je vais me souvenir un moment, malgré le fait qu'elle soit courte. Et là encore, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a des projets en ce moment d'adaptation de cette histoire. Et ouais, si ça arrive à sortir à un moment ou à un autre, là encore, je serais vraiment curieuse de voir ce qu'ils en auront fait parce que c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. La troisième nouvelle s'intitule Si ça saigne, qui a donc donné le titre de ce recueil, et c'est sans aucun doute la nouvelle la plus longue du recueil, et cela pour mon plus grand plaisir, puisque c'est dans cette nouvelle-là que l'on retrouve le personnage de Holly, qui, vous le savez si vous suivez un peu la chaîne, est vraiment le personnage que je préfère de tout l'univers de King. Par contre, attention, parce que cette histoire est une suite, quelque part, du roman L'Outsider,
et je pense que vous risquez vraiment d'être un peu largué si vous la lisez sans avoir lu l'Outsider au préalable. Sachez également que cette nouvelle spoil aussi certains éléments de la saga Beetlejuice, de la trilogie Beetlejuice. Donc, si possible, je recommanderais même de lire avant Mister Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. Bon, après, vous faites bien comme vous voulez, mais au moins je vous aurais prévenu. J'ai là encore beaucoup aimé cette histoire, mais pour le coup, je ne me voile pas la face. Je pense que cela tient en grande partie parce qu'on y retrouve donc les personnages de Holly et également de Jérôme. L'histoire en tant que telle m'a moins touchée que les deux précédentes, mais en même temps, ce n'est pas non plus un récit qui est fait, je pense, pour toucher le lecteur, mais plus pour mettre en exergue le mal avec un grand M qui peuple notre monde, ce qui était déjà d'ailleurs le cas dans l'Outsider. Cette histoire peut donc sembler être une espèce de redite de l'Outsider, mais j'ai trouvé que non seulement elle permettait d'apporter encore une vraie évolution au personnage de Holly, mais elle permet aussi de nous donner des nouvelles de l'équipe des Finders Keepers, et ça, si vous êtes fan comme moi, vous allez forcément adorer. Cette histoire n'est donc pas la plus originale ni la plus touchante du recueil, je le conçois, mais que voulez-vous, la fangirl en moi était plus que ravie de retrouver, de suivre une nouvelle aventure avec le personnage d'Holly. Y a rien à faire, des colliers dans les parages, moi je suis ravie. Et enfin, ce recueil se clôture avec la 4e et dernière nouvelle qui s'intitule Elle, Rat, et qui a donné lieu à l'illustration, puisque si vous ne l'aviez pas encore remarqué, il y a ici sur le museau du chat en fait le profil, enfin la face d'un petit rat. Alors c'est probablement la nouvelle que j'aurais le moins aimée, même si malgré tout ça reste là encore une très bonne lecture. Cette histoire m'a bien sûr beaucoup rappelé Sac d'os que j'ai lu il y a peu de temps, puisque là encore on y retrouve donc un écrivain qui s'isole dans un chalet du TR 90 pour tenter d'arriver à écrire et qui en plus de ça essuie une tempête gigantesque. Alors vous me direz, les ressemblances s'arrêtent là, mais j'ai trouvé que c'était tout de même assez notable pour être souligné et assez notable pour que mon cerveau fasse en tout cas le rapprochement. C'est donc une histoire qui aborde la question de l'inspiration, de l'écriture, des difficultés aussi que le travail d'écriture peut représenter, d'arriver au bout d'un roman et de façon d'ailleurs plus générale, j'ai envie de dire, d'arriver au bout d'un projet qui nous habite. J'ai apprécié donc toutes les thématiques qui relevaient de l'écriture, de l'imaginaire et de l'inspiration qui peut venir vraiment de n'importe quel détail du quotidien, chose que King met complètement en pratique. Pour ce qui est du petit côté fantastique de cette histoire et de la fin que j'ai trouvé un peu précipitée, j'ai pour le coup été un peu moins convaincue. En fait, j'ai eu le sentiment qu'il manquait un petit quelque chose en plus à cette nouvelle. Et pour le coup, j'en aurais voulu plus. Un peu de drame, Monsieur King, j'aurais pas dit non. Pour résumer donc, contrairement à Sac d'os que j'ai lu il y a peu de temps et que j'ai pas mal traîné parce qu'il comportait pour moi pas mal de longueur, j'ai totalement dévoré Cissacène. J'ai adoré ce recueil de nouvelles que j'ai lu, je crois, en 2-3 jours grand max. Et je ne me suis jamais ennuyée durant ma lecture. J'ai donc fait le saut, comme je vous disais, entre 2023 et 2024 avec ce livre et j'en suis ravie parce que je peux dire que j'ai débuté 2024 avec un petit coup de cœur. Oui, on en est là, carrément. Vraiment, c'est un très bon roman de Stephen King qui, je trouve, globalement représente assez bien l'essence de cet auteur et ce dans quoi, personnellement, je le préfère, c'est-à-dire le traitement des personnages et des émotions qui peuvent jaillir du quotidien. C'est un recueil que je relirai avec plaisir, qui m'a ravie pour le fait de renouer avec Holly et que je pourrais facilement recommander, je pense, aux lecteurs qui connaissent un petit peu King, mais pas trop, même si à minima, vous l'aurez compris, il faudrait quand même au moins lire au préalable l'Outsider. Une très bonne lecture pour ma part, qui, je l'espère vraiment, augure une très bonne année de lecture 2024. Et ça, écoutez, ma foi, il faudra revenir en fin d'année pour savoir si c'était prémonitoire ou non. Et vraiment là, j'espère pour moi-même que ça l'était, prémonitoire. Même si des lectures que j'ai pu faire par la suite,
on n'est pas sur le haut du panier pour l'instant. Bien, et la magie du montage, parce que je viens de voir l'heure et que j'ai quelque chose de très urgent à faire, je pense que vous allez me retrouver pour la suite de ce point lecture avec un visage et des fringues totalement différentes, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de tourner le reste de cette vidéo aujourd'hui. Bref, magie du montage, 1, 2, 3... Finalement, j'étais bien plus rapide que je ne pensais dans ce que j'avais à faire. Je vous reviens donc le même jour pour clôturer ce point lecture. Et oui, le truc magique là avec le claquement de doigts, vous aurez reconnu Joséphine Ange Gardien. Vous me direz, j'aurais mieux fait de sortir une baguette d'Harry Potter, ça aurait été plus classe et plus en raccord avec la chaîne, mais bon, que voulez-vous, quand on prend pas le temps de sortir les accessoires. Morale de l'histoire, en 2024, je resterai une youtubeuse en carton. Ça, c'est dit. Bien, sur ce, je reviens donc pour essayer de clôturer avant qu'il n'y ait plus du tout de lumière ce point lecture, en vous parlant donc d'un 4e et dernier roman, et il s'agit de Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incardona aux éditions Pocket. De quoi est-il question dans ce roman, dans ce court roman? Eh bien, en majeure partie, je dirais, du parcours de Pierre, qui est un homme, on le comprend très vite, dont la fille a disparu alors qu'il était avec sa femme sur l'autoroute, et donc ça fait des années qu'il arpente, non peut-être pas des années, j'ai peut-être de bêtises, ça fait pratiquement une année il me semble, qu'il arpente l'autoroute pour retrouver le kidnappeur de sa fille, pour comprendre ce qui a pu arriver à sa fille parce qu'on ne l'a jamais retrouvé. Et en parallèle de ça, on va également suivre d'autres personnages, dont des gens qui travaillent sur l'autoroute, la femme de Pierre, et voilà, pas mal d'autres protagonistes qui tous vont graviter autour de cette histoire. Ce livre est donc le second roman que je lis personnellement de Joseph Incardona, et je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence, cet auteur apparemment n'est pas fait pour moi. J'avais pourtant entendu de très bons retours quant à cette histoire, que l'on m'avait vendue comme le combat d'un père qui n'a de cesse d'arpenter l'autoroute sur laquelle sa fille a disparu. Si vous la suivez comme moi, je pense que là, vous vous doutez que je parle de la vie de Séverine qui dit beaucoup de bien de ce roman. Alors oui, comme je le disais, hein, on va y suivre donc le parcours de Pierre qui va traquer ce prédateur d'enfants sur cette autoroute. Mais alors que je pensais vraiment que le récit serait centré sur son personnage, en réalité il est dilué au milieu d'autres histoires, mettant en scène d'autres acteurs ou clients de l'autoroute, et si cela permet de diversifier le récit et d'élargir l'histoire principale grâce à d'autres ramifications, je trouvais aussi que, malheureusement, cela faisait perdre en intensité le combat de ce père. Attention aussi, le style d'écriture de Joseph Incardona est très particulier. Vraiment, là, je ne peux que vous recommander d'ouvrir l'un de ses bouquins et de lire quelques pages pour vous faire une opinion sur son style d'écriture, parce que avec des styles aussi marqués, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse. Personnellement, ce n'est pas forcément un style d'écriture que j'apprécie. Disons qu'à petite dose, ça va, ça passe, mais sur toute la longueur d'un roman, au bout d'un moment, ça me lasse un peu. Par contre, je reconnais que son style d'écriture est très bien adapté au fond de cette histoire. En effet, sa plume est très hachée, très brute, elle va vraiment à l'essentiel, elle fait l'économie des mots, elle est très dans l'expression du ressenti à l'instant présent, en s'affranchissant de toute structure grammaticale. On sent que c'est une écriture qui vient des tripes, les mots semblent presque crachés comme ça, et en soi, ça correspond bien à ce personnage de Pierre qui ne tient que par cette idée fixe de retrouver le bourreau de sa fille, qui ne fonctionne plus qu'à l'instinct et au pur réflexe. Par contre, il y a aussi un paramètre, un élément dans ce roman que j'ai noté et que j'ai détesté, voire même qui m'a carrément dérangé dans ma lecture, et que j'avais déjà noté dans son autre titre, Chaleur, que j'avais pu lire de lui, c'est l'omniprésence des scènes et des propos autour du sexe. Et là, je croise les doigts pour que YouTube ne strike pas ma vidéo parce que je parle de popotin dans cette chronique littéraire. S'il vous plaît, arrêtez de jouer les puritains et laissez-moi parler de bouquins. Vraiment, dans ce récit, la sexualité était
omniprésente. J'aurais pu comprendre qu'elle concerne un ou deux personnages, mais là j'avais presque l'impression que c'était l'élément commun à tous les persos de l'histoire. Il y en avait beaucoup trop, en tout cas beaucoup trop à mon goût, avec des scènes qui n'étaient vraiment pas nécessaires, voire que j'ai même pour certaines trouvé carrément malvenues. C'était vulgaire, cru et inutile, et par moments ça tournait carrément à la pornographie gratuite. Ces scènes m'ont pratiquement, je pense, toutes mis mal à l'aise et m'ont bien souvent, et c'est là que ça pose un vrai problème, sorti de ma lecture. D'un roman noir autour du combat désespéré d'un père et de cette envie presque viscérale de vengeance, j'ai trouvé que l'auteur basculait bien souvent dans le schéma de l'homme qui n'écoute que ses bas instincts et qui n'a qu'une chose en tête, c'est de copuler. D'ailleurs, la plupart du temps en humiliant et en rabaissant. Et que cela passe avant tout. Non, parce qu'on se retrouve quand même avec des flics qui enquêtent sur des gamines qui disparaissent sur l'autoroute et qui ne trouvent rien de mieux alors qu'ils sont engagés dans une sorte de course-poursuite pour retrouver ce pédophile que de copuler. Voilà, c'est tout à fait normal. Vraiment, sans toute cette dimension d'hypersexualisation, je suis persuadée que cette histoire aurait pu donner lieu à un bon roman noir. Mais au final, c'est triste à dire, mais je crois qu'il ne m'en restera quasiment que cette espèce d'enchaînement de scènes de fesses bestiales. C'est dommage, alors je pense que c'est peut-être aussi, comme c'est déjà arrivé pour d'autres titres, un roman qu'on m'a peut-être un peu survendu. Et du coup, en conséquence, mes attentes étaient assez élevées, peut-être un peu trop. De plus, il m'aura vraiment manqué de ressentir des émotions. Pourtant, avec une telle thématique et des personnages à la dérive, j'aurais dû en ressentir plein, mais non, mais pas du tout. Je n'ai même pas compati avec ces parents qui ont perdu leur enfant, alors que pour autant, je suis moi-même maman, donc normalement, le transfert aurait pu se mettre très facilement en place, mais là non. Vous me direz, c'est peut-être pas plus mal pour le coup. Je n'ai pas non plus d'empathie pour Pierre, vraiment rien. Il ne s'est rien passé dans mon petit cœur. Pour ma part, c'est donc un beau loupé que je vais rapidement oublier, et rapidement revendre aussi je pense. Entre le style d'écriture vraiment très particulier et cette omniprésence de la sexualité dans les deux titres que j'ai pu lire de Joséphine Cardona, j'en viens vraiment à me dire que décidément, c'est juste un auteur qui n'est pas du tout fait pour moi, qu'il faut que j'arrête les frais avec lui. C'est comme ça, c'est pas grave. J'ai tenté, mais il n'y a rien à faire, décidément, je n'accroche pas. Désolé monsieur, pour ma part, je passais à autre chose. C'était donc le premier point lecture de cette nouvelle année qui aurait été, vous l'aurez vu, ma foi, plutôt en dents de scie, hein. Heureusement que King est venu un petit peu rehausser tout ça, sinon il n'y avait rien de foufou. Je suis désolée, je vous promets, je pense qu'il y aura des points lecture bien plus fun et sympathiques durant le reste de l'année. En tout cas, j'espère, parce que sinon, en tant que lectrice, je vais avoir envie de me tirer une balle. Ce point lecture aura été un petit peu chaotique niveau luminosité, enfin gestion de la luminosité. Écoutez, ma foi, normalement le son n'aura pas été trop naze, donc dans tous les cas, le plus important c'est que vous aurez pu entendre ce que j'avais à dire à propos de ces livres-ci. Alors bien sûr, si vous les avez lus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez en causer avec moi en commentaire parce que je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez eu les mêmes ressentis que moi ou pas du tout, hein, ce qui est possible. Une fois de plus, Joséphine Cardona, ça va adorer et ne cesse de chanter les louanges de ce roman, ce qui ne sera donc pas mon cas. Séverine, je te rassure tout de suite, ça ne m'empêchera absolument pas de continuer à te suivre avec assiduité et également à continuer à suivre tes conseils, même si des fois il y a le petit loupé. J'espère en tout cas que de votre côté, ce début d'année est plutôt réjouissant niveau lecture. Et pour ma part, je vous donne bien sûr rendez-vous dès que possible sur la chaîne pour une toute autre vidéo, et jusque là, je vous souhaite comme d'habitude paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!